Je vois que vous êtes pas très branché nouvelles technologies dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode de Plug and Play. Plug and Play, le podcast bimensuel qui vous résume l'actualité tech. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Axel Bonjour tout le monde. et de JB. Yo, yo. Et on va parler de plein de sujets, de deux gros sujets qui ont un peu touché l'actualité tech cette semaine, ces 2 dernières semaines en tout cas. Le premier, c'est PlayStation qui commence à donner des informations sur sa future génération de consoles. Avec 2-3 petites 2-3 c'est vraiment très bien calculé, hein, c'est des petites infos comme ça juste pour, hyper les gens, que les gens commencent à s'attendre, à avoir quelque chose de lourd. Et la deuxième, c'est, Qualcomm et Apple, après, nous avoir bassinés pendant des années comme quoi Qualcomm était un mauvais partenaire pour Apple, que c'était un scandale, que Qualcomm arnaquait Apple et tout ça. Ils ne travaillaient plus avec eux, ils ont retravaillé avec eux. On va vous décrypter un peu toute l'histoire. Finalement, ils se sont remis d'accord, du jour au lendemain comme ça. Donc on va revenir un peu sur, tout le sujet, qui court depuis, plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Vous allez voir, ça remonte à très, très loin ces embrouilles-là et ce qui fait qu'aujourd'hui, Qualcomm est de nouveaux partenaires, vous allez voir, ça remonte de loin. Mais tout d'abord, comme je l'ai dit en préambule, on va commencer par la PlayStation 5. Parce que ouais, la génération de consoles actuelle, qui a vu s'affronter la PlayStation 4 et la Xbox One, bah, touche à sa fin et Sony, bah, commence à être prêt à passer à la génération suivante. En tout cas, c'est ce que en tout cas Marc Cerny, architecte en chef des consoles, du géant japonais, commence à indiquer. Puisque au cours de cette semaine, il a pu donner un long interview au magazine The Wired, dans lequel il parle clairement, très clairement, de la prochaine génération de consoles, qui a alors il dit pas qu'elle s'appelle PS5, mais on se doute bien que ça sera le nom commercial. Mais il a donné des petites infos sur la puissance de la console. Donc, on devrait avoir une console qui serait, entre guillemets, «au mieux de ce qu'on fait aujourd'hui sur les ordinateurs», genre, des processeurs bien plus puissants, la prise en charge du ray tracing. Le ray tracing, c'est des effets lumineux bien plus réalistes, genre vraiment photoréalistes, hein. Des effets lumineux dans les jeux, le support de l'audio 3D, on va en reparler, un stockage bien plus rapide, un lecteur de médias physiques, il a bien insisté puisque au même moment, Xbox annonçait comme quoi ils allaient sortir une console sans lecteur CD, donc avec que du jeu en dématérialisé qu'on devait acheter sur le store. Sony, lui, a bien dit: «Vous inquiétez pas, vous aurez un lecteur CD». Il a parlé du support de la 8K. Alors on va en revenir sur le support de la 8K parce que ça veut un peu tout et rien dire. Et enfin, il a aussi confirmé, on va vous en reparler, c'est rétrocompatible PS4. Voilà, déjà c'est une grosse annonce, il a détruit directement le truc. Donc il est arrivé sur le magazine The Wired et donc il a commencé à échanger en disant que les ventes de la PS4 s'étaient extrêmement bien passées, que la PS4 avait été très solide durant ses bientôt 7 années d'existence et donc qu'il était temps de tourner la page, de passer sur la PS5 et donc il a commencé tout de suite par dire: «On pose les bases, la PS5, c'est compatible PS4. C'est-à-dire que si vous avez acheté des jeux sur PS4, vous pourrez rejouer à ces jeux sur PS5». On le Excellent. sait, ça peut paraître Ah, c'est bête, très bien ça. ça peut paraître bête comme argument, mais sauf que ça avait énormément plombé Xbox au début de la Xbox One il y a 7 ans, où Xbox avait dit: «C'est pas rétrocompatible» et finalement ils étaient revenus en arrière en disant: «Si, on va prendre en charge les jeux». Tout le monde s'était dit: «Bah, c'est cool, enfin, Xbox comprend les joueurs» et Xbox avait déchanté un peu tout le monde en disant: «OK, alors on va prendre en charge les jeux, on va être rétrocompatible, mais pas tous, on va en prendre que quelques-uns». Et donc ça avait énormément, plombé la communication Microsoft qui avait pas été claire, alors que PlayStation était bien plus clair. Donc là, Marc Cerny le dit tout de suite: «Tous vos jeux PS4 tourneront sur PS5». Voilà, au moins ça a le mérite d'être clair, et ça sera D'accord. fonc et il y aura un lecteur Blu-ray. Parce que c'est une des grandes inquiétudes, c'est qu'avec l'arrivée de tout ce qui est cloud gaming, cloud computing, la possibilité de jouer, sans avoir de console chez soi, on sait que Microsoft travaille dessus. Google a présenté un projet Stadia qui devrait arriver en fin d'année aussi, où vous jouez à distance via le navigateur Google Chrome. Il y avait beaucoup d'inquiétudes des joueurs qui ont parce que tout le monde n'a pas des bonnes connexions, donc il y avait beaucoup d'inquiétudes sur: est-ce qu'on va avoir un lecteur CD? Est-ce on pourra acheter nos jeux en matériel, en fait, en physique? Oui, ça aussi Sony a tout de suite dit: «Oui, vous pourrez le faire, il y aura un lecteur de Blu-ray, pas de souci». Bon, jusque-là, c'est un peu normal, on s'y attendait. Mais j'avoue, c'est déjà des annonces intéressantes, déjà. Mais bon, Marc Cerny, il est allé encore plus loin. Il a donné des petits trucs croustillants. Il a énormément parlé aussi de gestion spatiale du son. Il a expliqué qu'il y avait une prise en charge native d'un audio 3D
Alors c'est vraiment flou, hein. Mais en Ouais. gros, vous aurez la possibilité d'avoir un son, vous aurez un peu l'impression que le son vient d'un peu partout, genre de devant, de derrière, d'en dessus, d'en dessous. On sait pas comment c'est géré. Est-ce qu'il y aura un casque spécial? Est-ce qu'il y aura une je sais pas, est-ce qu'il faudra du matériel spécifique pour ça? Ou est-ce qu'il Une faudra puce dédiée? ouais, une puce dédiée sûrement, bah, ça a été expliqué, hein, c'est par la puce graphique que ça va être géré. Mais en tout cas, genre on sait pas est-ce qu'il faudra un matériel, mais en tout cas, il y aura un son 3D. Ce qui peut vraiment être cool avec la réalité virtuelle, puisqu'on sait que PlayStation a son PlayStation, VR, un casque de réalité virtuelle. Combiner la réalité virtuelle avec un son, 3D immersif où quand vous bougez la tête à gauche, bah, vous entendez les sons qui bougent en même temps, genre comme dans la vraie vie, quoi. Ça peut vraiment être vraiment, vraiment stylé. Et puis il a aussi parlé de ray tracing justement. Heu, ces 2 technologies vont être là pour améliorer l'immersion dans les jeux. Le ray tracing, c'est ce que je disais en préambule. En gros, c'est, la gestion de la lumière dans les jeux vidéo qui devient aussi pertinente et aussi performante que ce qu'on peut retrouver dans les effets spéciaux. Le ray tracing, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des années dans le monde des effets spéciaux à Hollywood, mais même dans toutes les productions de films, et c'est quelque chose qui était pas capable de calculer en temps réel et maintenant avec la puissance des consoles, ça le devient possible. Ouais, C'est une si je puis technologie pas qui ouais, vas-y. si excuse-moi, si je peux me permettre d'appuyer sur ce que tu dis, il se pourrait même que donc c'est quelque chose qu'il a laissé présager, que même les jeux rétrocompatibles, pourraient avoir une technologie de alors je sais pas si c'est de masterisation ou de remasterisation du son également. Ah pour le son? Ouais, 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 je sais pas. Je sais pas. voilà, Ils ont pas précisé ça. En tout cas, Marc Cerny l'a pas précisé. Mais en ouais. tout cas, pour ce qui est du ray tracing, donc tout ce qui est effet de lumière, c'est, quelque chose qui donne un jeu beaucoup plus réaliste, avec des effets de lumière beaucoup plus pertinents, des ombres encore plus réalistes, en fait. Voilà, c'est vraiment on veut que le jeu soit de plus en plus réaliste et le ray tracing en fait partie de ces technologies qui vont l'aider à le rendre réaliste. Donc ça va être c'est quelque chose qui est déjà arrivé sur les ordinateurs, hein. Aujourd'hui, si vous achetez des ordinateurs haut de gamme, pour le jeu, vous avez le ray tracing qui est pris en charge maintenant sur les cartes haut de gamme, cartes graphiques haut de gamme. C'est quelque chose qui existe sur PC, qui n'existait pas encore sur console et qui arrivera, c'est sûr, avec la PS5. Et c'est bien d'avoir des jeux qui sont de plus en plus beaux, mais qui dit de plus en plus beau dit en général de plus en plus lourd. Et donc, résultat, il faut que les jeux chargent vite. Parce que c'est vrai que quand vous cliquez sur un bouton de démarrer une partie et que ça met 20 secondes, 30 secondes à se lancer, bah, c'est un peu frustrant. Et en ça, Sony va avoir une réponse, puisque Marc Cerny a promis qu'au niveau du stockage, la PlayStation aura un stockage qui sera plus rapide que n'importe quel. De- Elle sera plus rapide que n'importe quel ordinateur. C'est-à-dire que tout ce qu'on se fait de mieux aujourd'hui, ça sera plus rapide. On devrait charger beaucoup plus vite. Et pour ça, il a pris un exemple. Il a mis une PS4, donc dans le jeu Spider-Man, où en gros, il passait d'un endroit à l'autre dans une carte. Et en gros, le temps de chargement était de 15 secondes. Et il a fait la même démo sur une PS5, bien camouflé, hein, The Wire n'a pas pu voir la console. Et en gros, le temps de chargement passait à 0,8 secondes. Ce qui est un gain, ce qui est 15, c'est même pas 15 fois plus rapide, c'est encore plus impressionnant. Donc, normalement, ça devrait être assez impressionnant. Et ça devrait régler un gros problème des consoles qui est le temps de chargement, qui est aussi un problème PC, mais sur les PC, vous pouvez acheter des SSD, des disques durs beaucoup plus rapides, une technologie de disque plus rapide. Ces technologies de disque-là devraient arriver sur Sony, devraient arriver sur console, et ça serait même encore plus rapide que ce qu'on connaît sur PC aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que promet Sony, pardon. Donc c'est quand même assez impressionnant. Je sais pas, En ça effet, vous fait hein. réagir ou pas? Bah, moi, c'est ouais, c'est ce qui m'avait choqué, enfin pas choqué, mais genre marqué quand j'ai eu ma PS4, c'était une des premières consoles que j'avais eu. Parce que avant j'avais eu PSP et quoi d'autre, et j'ai eu la PS3. Mais c'est vrai que les temps de chargement étaient relativement longs, surtout dans un jeu comme GTA V, même si sur PC c'est déjà extrêmement long, mais là sur console c'était vraiment un truc de ouf. Et c'est ce que j'ai remarqué et je comprenais pas pourquoi, genre, ils mettaient pas des, comme tu disais, des SSD ou d'autres trucs qui permettaient Parce que ça d'accélérer. coûtait, ça coûtait Ouais, ça extrêmement coûte cher plus à cher. l'époque et Ouais, ça coûte beaucoup moins ça cher coûte plus maintenant. cher et puis la console Ouais, c'est sûr. c'est réfuté comme plus abordable pour tout le monde que le Ouais, PC. c'est 400 € une console, tandis que, Mm. mine de rien, par rapport à ce que promet Sony sur la console, alors on connaît pas le prix de la console, hein, mais en tout cas, Sony est en train d'annoncer qu'on aurait un équivalent à un PC à 2 000 € quand même, si on grossit un peu les Ouais. Mmh. chiffres. On devrait avoir une puissance d'un ordinateur à 2 000 €, un 2 000 € en 2019, hein, donc comme la console devrait sortir en fin 2020 normalement d'après les rumeurs, vu qu'en fait, si vous voulez, le processeur et la puce graphique, du partenaire AMD qui est le partenaire de Sony pour ça, ces puces-là devraient arriver troisième trimestre 2020. Donc ça devrait même être un lancement fin 2020. Donc en tout cas, si Ouais, vous voulez faire l'équivalent aujourd'hui en 2019 sur un PC, comme aujourd'hui,
Avec ce qu'annonce Sony, on est sur un ordinateur à 2 000 € en termes de D'accord. puissance, en termes de vitesse et tout ça. Donc après, à voir combien coûte la console, mais c'est vrai que la console est beaucoup moins chère qu'un ordinateur. Ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Mais voilà. En tout cas, c'est intéressant. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est que mine de rien, Sony a fait cette communication le même jour que Xbox annonçait, faisait une grande conférence pour annoncer un peu les plans de Xbox cette année. Ouais, c'était un Xbox Inside. Ouais, un Inside Xbox. Mm. Sachant que durant cette conférence, Xbox, principal rival de Sony, a annoncé justement une console. Les rumeurs l'avaient annoncé déjà, mais en gros, c'est une console beaucoup moins chère, mais où il n'y a pas de lecteur DVD dedans. Il n'y a pas de lecteur DVD. Qu'en fait, vous devez acheter tous vos jeux en dématérialisé sur le Microsoft Store. Donc voilà. C'est une Mm. Microsoft, ils sont vraiment dans une autre démarche. Ils sont en train de tester un peu. Est-ce que les gens sont prêts à passer au totalement dématérialisé, c'est-à-dire plus de jeux, plus de support physique, comme aujourd'hui on a avec Netflix, hein. Aujourd'hui, les gens achètent pratiquement plus de Blu-ray. Les gens consomment ce qu'il y a en streaming. En gros, c'est un peu du streaming de jeux vidéo. Et Microsoft essaye de commencer en. Tac, on enlève le lecteur CD, puis après on enlèvera la console. Ouais, ils commencent à tester, voir si le marché est prêt. Voilà, Sony a voulu rassurer en disant ouais, nous on aura bien un lecteur Blu-ray. Même si sûrement la prochaine Xbox qui sera présentée normalement en juin devrait avoir un lecteur Blu-ray. Je pense qu'il aura un lecteur Blu-ray quand même. Ouais. En tout cas, Après, après, le truc, c'est que les gens qui aiment bien regarder des films en bonne qualité et qui ont, par exemple, je pense à Home Cinéma, je pense à un de mes potes qui avait ça et qui lui kiffe acheter les Blu-ray, tout ça, il se sert que de sa PS4 pour lire ses Blu-ray, tu vois. mais par Ça, exemple, ouais. ça, ça qui est, ça que, enfin, je trouve ça un peu regrettable le fait de dire, ouais, on enlève le lecteur DVD. Je pense que question de design, ça doit pas être question de design, même question de pratique, quoi. Je pense que la console va rester aussi imposante que ce qui est actuellement. Genre, quand je vois ma Ah oui, non, mais PS4, elle oui. prend pratiquement pas de place. Donc je me dis, Oh, la pourquoi PS4, enlever un truc? De quoi? la PS4 est T'as très dit quoi? grosse, hein. Bon, la mienne, non, ça va, elle est Ah pas non, non. énorme que ça, hein. Je Et pense Je par elle- connais rapport pas à le une form Xbox factor One de S, Xbox. et c'est ne parlons pas largement. ne parlons pas de la PS4 Pro qui non seulement est plus grosse et surtout beaucoup plus lourde. Ouais. Oui, non, la PS4 Pro, oui, je suis d'accord. Mais Ouais. le truc, c'est que je pense qu'enlever un lecteur DVD sur une Xbox, sur une Xbox One S ou un truc dans le genre, je pense pas que ce soit une question de design ou que ce soit vraiment essentiel. C'est pas une question de design, c'est que en Ah non, non, fait, absolument. Microsoft est en fait en train de tester. Est-ce que les gens sont prêts au dématérialisé? Ouais, voilà, c'est ça, mais pour les jeux vidéo. Mais pour les personnes qui utilisent leur console comme lecteur DVD Blu-ray, Bah, si t'es vraiment fan, tu utilises pas si t'es vraiment fan de cinéma, tu utilises pas ta console comme lecteur DVD, hein. bah si c'est Ouais, un lecteur, ça, c'est un lecteur de bonne qualité, ça devrait être bon, non? Ah, je sais Ouais, pas, mais je c'est connais. justement, tu prends pas un lecteur PS4, quoi. Hmm. Oui, c'est clair. Bah, Par contre, Le meilleur lecteur Blu-ray aujourd'hui, en tout cas sur console, c'est ceux d'Xbox, One X et One S, qui prennent en charge les Blu-ray 4K, ce qui est pas le cas de PlayStation. ouais. Heu, surtout le traitement logiciel qui est bon derrière. Mais bon, le Mm. lecteur Blu-ray, il est fabriqué par Samsung aussi. Par contre, justement, il y avait une question que je souhaitais vous poser parce que c'est vrai que si jamais enfin, si les, ben, je pense que c'est relativement officiel, sachant que c'est quand même le créateur enfin, l'architecte de la console qui s'exprime à ce sujet. Alors, on a parlé de la console, mais par contre, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous attendez quelque chose de particulier concernant les manettes en termes de design, de touches, de fonctions? Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier Non, sur... Alors, ouais. Alors, pour être pourquoi? totalement franc, non. Ok. Et toi, Non, JB? parce que je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire comme amélioration sur une manette, quoi. Alors justement, justement, c'est assez intéressant ce que vous dites parce que c'était une information que j'avais vue. Alors je crois que c'était, alors je sais plus sur quel site c'était, mais ils expliquaient que justement comment dire, les jeux qui étaient conçus sur PS4, que les développeurs justement avaient plus de facilité à les concevoir avec des manettes de PS4 plus que de PS3. Donc donc la question que je me pose, c'est pourquoi changer une recette qui marche pour Bah, aller mais non, mais moi, je pense que concrètement, Xbox et PlayStation ont aujourd'hui des manettes excellentes. Je pense qu'ils voilà. vont un peu améliorer l'ergonomie et encore, même pas réellement sûr. Après, Bah, je vois bien Sony faire un petit coup en mode, ce qu'ils avaient fait avec la PS4, genre avec le pad tactile. Je sais pas si réellement ça a été utile et réellement utilisé, parce Franchement, que j'ai pas de franchement, PlayStation. je sais pas non plus, Mais, mais en il y tout a cas, que très peu de jeux qui utilisent le pad, hein. pour être le jeu très du franc pour être très franc, non. Moi, bah, je en m'en tout cas, sers le jamais. pad tactile, c'est une innovation qu'avait voulu mettre Sony à l'époque. C'était sympa comme coup parce que mine de rien, technologiquement, ça donnait la sensation que la PS4 était un peu plus technologique et un peu plus, Mm.
futuriste que la Xbox qui avait entre guillemets une manette standard. Et un truc qui a été, en tout cas, moi je trouve qui a été super bien utilisé, c'est GTA qui l'avait fait. C'est les lumières qu'il y a à l'arrière de la PS4 pour reconnaître qui est qui dans les jeux. En gros, il y a une ampoule qui se met bleu, rouge, ce que vous voulez en Ouais, gros comme couleur. en Et fonction du numéro de la manette. ouais, en fonction du nom de la manette ou du niveau de batterie. Mm. Et quelque chose qui avait été super bien utilisé par GTA, c'est que quand il y avait la police dans GTA, la manette clignotait rouge et bleu. Et j'ai trouvé ça super intelligent de la part de Ouais. Sony d'avoir mis cette option-là, et encore plus intelligent de la part de Rockstar de l'avoir utilisé. Donc après, je suis pressé de voir ce que va faire Sony, parce qu'il y a moyen que Sony rajoute un petit truc technologique, quelque chose, un truc en plus que Xbox sur la manette, parce Ouais. que Xbox a vraiment toujours été au cœur de nous. La manette, c'est quelque chose d'ergonomique. Et vraiment, la manette d'Xbox à l'époque, ils avaient énormément travaillé l'ergonomie. Et c'est vrai que je trouve que les manettes d'Xbox sont super réussies. Ah ouais, Genre, c'est elles clair. tombent parfaitement en main. Mais c'est vrai qu'elle Ouais. a pas de côté technologique. Elle a pas le petit pad tactile, elle a pas le petit truc qui fait ça. Elle a pas le petit truc qui fait mouche, quoi. Donc j'attends Sony un peu sur ce point. Après, s'ils changent pas la manette. Mais je les vois pas changer la manette. Bah, Parce que qui dit bah, bah, changer la tu, bah, manette, dit que les gens vont racheter des manettes. Et ça fait vachement d'argent quand même, parce que 50 balles la manette. Enfin, tu vois, je suis Sony, je suis au niveau du business de chez Sony, je me dis, ouais, on la change un tout petit peu, histoire d'avoir une nouvelle génération de manettes, pour que les gens doivent racheter toutes les manettes, quoi. bah, Ou alors, justement. au Ouais. contraire, ils sont extrêmement fair-play, et ils jouent la carte de, voilà, nous, par rapport à nos concurrents, imaginons Xbox change sa manette, bah ils disent, nous, par rapport à nos concurrents, vous aurez pas racheté vos manettes. Vous allez faire des économies. Justement. La console est peut-être un Justement. peu plus chère, mais vous allez économiser 50 balles par manette. Si vous en avez déjà 6, vous allez pouvoir réutiliser les 6. Ouais. Ouais, Ouais. justement, ce qui est très intéressant, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est justement, ça amène à la question que je souhaitais poser. C'est est-ce que vous pensez qu'il serait possible que justement ils rendent aussi les manettes qu'on a déjà utilisées, qu'on a déjà sur PS4, Xbox Ah, One, compatibles avec Rétrocompatible. leur console. Ouais, franchement, s'ils sont pas cons, ils le font. Enfin, ça dépend en fait. Ça serait génial qu'ils le Ils ont fassent. tellement gagné d'argent avec la PS4, parce que la PS4 a écrasé Xbox, hein, faut être très clair. Ils ont tellement gagné d'argent que franchement, s'ils veulent faire les grands seigneurs, moi je suis Sony, il y a moyen que je fasse ça aussi, hein. Que je me dise, Bah, bon, surtout que ça on a irait. gagné tellement d'argent, la PS4, les manettes des PS4, on continue à bien les vendre. On fait grand seigneur, on dit, voilà, la manette est rétrocompatible. Dans la presse, en tout cas, au niveau des joueurs, ça va faire mouche, quoi. C'est sûr que les gens vont dire, ah ouais, c'est cool. c'est Merci sûr Sony, qu'au on moins fait l'argent. la Bah, sortie de surtout que. la Play, Ouais. elle va pas passer inaperçue, Ah ouais, Ouais, clairement. la, surtout que la- ça part. Non, pardon. Ouais, vas-y, vas-y. Surtout que ça irait, si on regarde un petit peu avec le recul, ça irait un petit peu à contresens s'ils disaient aux joueurs, ok, vous êtes obligés de racheter votre manette parce que justement, s'ils veulent rendre leur contenu, un petit peu tout leur contenu rétrocompatible, rétrocompatible, si on va un peu plus loin que dans la logique, ça s'arrête pas simplement au jeu, ça s'arrête aussi au matériel. Donc, qui dit matériel, c'est aussi la console, mais aussi les accessoires. Donc, stopper les joueurs en disant que leur matériel, tel que les manettes, soit pas rétrocompatible, Ah ouais, non, je mais je sais suis pas, d'accord. Je suis c'est vrai, d'accord. voilà. Mais en tout cas, ouais, ça pourrait être très très intelligent de la part de Microsoft, de Sony de faire ça. Euh, je dérive un peu parce qu'on a oublié un petit truc. J'ai dit qu'on allait en parler, mais on en a pas parlé. Oui, non, non, c'est Marc Cerny a parlé du support de la 8K. Alors, moi, je vais vous donner mes prévisions. Je pense que quand il parle de support de 8K, déjà, on oublie les gens 8K direct. Je pense que j'y crois pas un instant en tout cas. Je pense que par lui sortir un support de la 8K, c'est juste qu'à mon avis, elle sera capable de décoder de la 8K. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourrez brancher une télé 8K dessus. Je pense que c'est tout ce que ça veut dire, genre. Elle aura un port HDMI 8K, je pense. Pour moi, ça va pas plus loin que ça. Je sais pas, après. 2.0. Je sais pas, un port HDMI qui supporte la 8K, je sais pas c'est lequel. Je sais même pas s'il est sorti encore. Mais je pense qu'à mon avis, elle aura juste une sortie vidéo 8K. Genre, tu pourras pas D'accord. jouer en 8K ou quelque chose. Je le vois pas. Jouer en 8K, c'est impossible. Déjà, on C'est le voit, hein. impossible, mais au niveau des performances, enfin, Ouais, c'est pas c'est ça faisable. qui, c'est Et clairement je pas pense que ça. ouais, support de la 8K, comme justement on en parlait un peu avant le lancement de l'épisode, PlayStation, c'est Sony. Sony, c'est une société japonaise. Les Japonais sont très à fond sur la 8K pour la diffusion. Les JO de Mm. Tokyo vont être diffusés en 8K, les JO de 2020. La console arrive fin 2020. Je les vois bien. Donc la 8K commence à devenir une norme au Japon en termes de diffusion télé. Je les vois bien la rendre compatible pour que, par exemple, vous achetez une télé 8K, vous achetez une PS5, bah, toutes vos chaînes les chaînes de télé, vous pourrez la regarder en 8K, quoi. Je pense que ça sera un truc dans le genre. Ouais. Ça Mhm. sera pas plus loin que ça. Elle aura pas de lecteur Blu-ray 8K, je pense pas. J'y crois pas non en tout cas. Parce que je sais même pas si Blu-ray 8K existe déjà, je pense pas encore. Peut-être que ça va se mettre en place d'ici fin 2020, hein, peut-être que début 2020, on va entendre les premiers Blu-ray 8K arriver. Genre en tout cas que le standard Blu-ray 8K a été sorti. Peut-être que Sony, comme Sony fabrique des Blu-ray, des lecteurs Blu-ray, peut-être que
Ils pourraient mettre un lecteur Blu-ray 8K, je sais pas. Mais pour moi, ça sera juste le port HDMI qui sera compatible 8K, quoi. Ce qui est cool, Ou mine de alors rien, sur parce le que long terme. ça voudrait, ouais, sur le long terme, ça voudrait dire qu'elle tiendra dans le temps. Mmh mh. Je sais pas. Ouais. Ou qu'elle deviendra modulaire et qu'on puisse changer les composants à l'intérieur de la Play. Oui, bien sûr. Ah, On peut c'est une toujours rêver. possibilité. On peut toujours rêver en voyant de la 8K, donc on peut rêver en rêvant qu'elle soit modulaire, quoi, comme un PC. Ne parlons pas aussi de la taille des jeux. Oui, les jeux devraient être beaucoup plus gros. C'est pour ça que Sony a parlé de SSD en disant on va avoir du stockage très rapide. En général, plus ton stockage est rapide, moins t'en mets. Pour entre guillemets retomber sur la même économie qu'avant, genre. À l'époque, tu avais des disques durs pas rapides, mais qui coûtaient pas cher. Mais donc, en réalité, je pouvais mettre des grosses quantités de stockage. En contrepartie de la taille, d'habitude, maintenant, en tout cas sur les ordinateurs, on l'a vu, hein, les ordinateurs 1 Tera, 2 Tera, ça n'existe plus. C'est plutôt des ordi avec 128 ou 256 Go de stockage. Je suis pressé de voir la taille du disque dur chez Sony. Et même Ouais. chez Xbox, hein, parce que Xbox devra avoir une console. Xbox a presque annoncé, hein. Ils ont fait fuiter l'info comme quoi la Xbox devrait être bien plus puissante. Elle n'est pas plus puissante, elle devrait être bien plus puissante que la PS5. Après, à quel prix et quand est-ce qu'elle sortira, on verra. Puisque normalement, Sony devrait annoncer sa console devrait sortir sa console fin 2020. Normalement, Xbox pourrait sortir sa console dès la fin de l'année là. Donc elles auraient un an de décalage. En tout cas, Le lo c'est sûr. Microsoft l'a annoncé. À l'E3 en juin, la nouvelle Xbox sera présentée. c'est le projet Lockhart et Ouais, Anaconda? Lockhart et Andromeda, je crois, un truc dans le genre. Anaconda. Anaconda, ouais, voilà, c'est ça. Donc Lockhart, ça devrait être à peu près au même niveau qu'une PS5, et Andromeda, ça devrait être bien plus puissant. Il y a certaines sources disent que ça serait 2 fois plus puissant qu'une PS5. Est-ce Après, qu'il y aura une PS5 Pro, comme la PS4 Pro? alors justement, j'allais en venir, est-ce que vous pensez que dans 4 ans, en gros, admettons la console sort fin 2020, est-ce que vous pensez que fin 2024, on a le droit à de nouvelles consoles milieu de génération? Je Je pense sais que pas. oui. Je pense que Parce que oui. moi aussi. Ça Moi, a marché en termes de vente, malheureusement. Parce que je dis malheureusement parce que ça me fait chier, mais comme ça a marché en termes de vente, je pense que pourquoi pas le refaire. bah, c'est ça, c'est clair. Mais surtout, par contre, une question que je me pose, c'est justement là, on a parlé surtout des performances brutes en hardware. Mais Mmh. la question que je me pose, c'est elles seront capables de, par exemple, d'exécuter des jeux, mais vraiment avec leur performance pure, c'est-à-dire avec le SSD, la carte graphique, le processeur, etc. Mais est-ce qu'elles seront aussi capables d'exploiter le cloud gaming. En fait, de faire l'hybridation entre Ah! l'hardware interne et le cloud gaming. Bah, tu sais quoi? J'y ai pensé ce matin, parce que quand justement, c'est ce matin que sortaient les infos comme quoi Xbox avait, une console qui devrait être bien, bien plus puissante que PS5. Ce matin, je me suis dit: «Il y a moyen que Microsoft nous sorte une console aussi puissante que la PS5, mais qu'elle ait de l'aide de l'extérieur». Entre guillemets, qu'elle aille chercher de la puissance supplémentaire sur la PS5 et en plus, le pire, c'est que ça avait failli être fait avec la Xbox One, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, à l'époque, Oui, la oui, il y Xbox a One, longtemps. au moment du lancement de la Xbox One, sur les tests, était moins puissante, très légèrement, mais elle était moins puissante que PS4 et PS4 avait justement énormément communiqué dessus, plus Sony, en disant: «On a la console la plus puissante du marché» et Microsoft Mhm. avait pas du tout aimé. Microsoft, ils étaient mal, les jeux tournaient pas en 1080p, ils étaient légèrement en 960p et tout ça. Il y avait eu pas mal de scandales. Il y avait pas grand-chose, hein, il y avait que quelques pourcents d'écart. Mais en tout cas, ça avait fait très mal à Microsoft en termes de vente aussi. Et donc, je me dis, et à l'époque, Xbox avait réfléchi à un moyen, et c'est au moment où Phil Spencer, le patron d'Xbox, est arrivé. Il y avait une question comme quoi, est-ce qu'on prenait pas la Xbox, et pour ceux qui avaient de la co, on allait leur donner un double de la Xbox dans le cloud. C'était un sujet qui avait été posé chez Microsoft, ils avaient failli le faire. Ils avaient même fait toute l'infrastructure hardware en serveur, tout était prêt, et finalement ils l'ont pas fait. Parce que c'était trop tard, je pense, pour réagir. Le temps que tout se mette en place, à mon avis, c'était trop tard. PS4 était déjà bien mieux vendu, le mal avait été fait, entre guillemets. Et je me Mhm. demande si Xbox n'est pas capable de faire ça. Ça veut dire que ils auront une console full dans le cloud. De toute façon, Microsoft l'a annoncé depuis pas mal de temps, ça s'appelle le projet xCloud. Mais je les vois bien Ouais, sortir une console en disant 50% c'est chez vous, 50% du reste de la puissance c'est chez nous. Et en gros, on va vous donner de la puissance quand vous en avez besoin. ouais. Et je pense qu'ils sont capables de faire ça. Même pour Pour l'Anaconda, préparer hein. les gens en plus dans le cloud. Ah oui, non, mais je pense que ça sera ça, Anaconda. Je pense que Lockhart, ça Oui. sera une console 100% chez toi. Et je pense qu'Anaconda, elle sera un peu plus puissante. Mais le delta, l'écart de puissance qu'elle ira chercher, elle ira le chercher dans le cloud. Et je les vois Ouais, bien faire un truc comme ça. Surtout en plus pour encore plus préparer les gens. C'est-à-dire que on va pas directement dégager ta console. On va mettre ta console plus le cloud. On va te prouver que le cloud c'est intéressant.
et après sur la génération suivante, chut, on t'enlève ta console et là tu passes direct que en cloud. Ouais, Ça pourrait être super intelligent de Xbox, à voir s'ils le ouais, font. Mais en tout cas, ouais. j'attends la conférence Xbox de juin d'une impatience. Oh, Ah pareil, pareil. je Là suis là là extra et ils ont tellement de projets, tellement de choses intéressantes que je suis pressé de voir ce qu'ils vont faire. moi je suis excité, hein, Puis là ils ont là une ils ont une revanche, ils ont une énorme revanche à prendre, hein. le 2 juin à 22 h, je suis prêt. Mais est-ce qu'ils vont savoir la prendre la revanche? Bah, après, est-ce qu'ils vont savoir la reprendre? Et puis c'est une question qui se pose aussi, c'est OK, ils vont faire une console bien plus puissante que PlayStation, mais à quel prix? Ça, c'est Genre le 9 si juin, si pardon, le si 9 juin. si elle est plus puissante, OK, mais si elle est 2 fois plus chère, ça sert à rien. Alors, je me souviens plus d'un truc. Oui, c'est Est-ce clair. que sur les Xbox, il y a encore leur gros boîtier d'alimentation? Non, plus Non, maintenant. non, 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 Ils ont plus arrêté maintenant et avec la ouais. One S. Ok. Justement, ça leur a fait ils avaient raté la Xbox, clairement. Déjà, elle était lourde et puis en Mmh, plus, non seulement tu avais ce gros bloc qui prenait une place mmh. de Mais fou et puis en plus c'est pour ça que la oui, One S, moi, je trouve qu'elle a été très bien faite, hein. La One S est la plus petite de toutes les consoles et elle a tout le truc qui est intégré dedans. Enfin, elle est vraiment réussie, c'est la One S. De toute façon, la One S et la One X sont super bien réussies. la One X, elle est encore plus petite, hein. Non, la One X, c'était encore plus petite que la One S, ouais. Elle est encore plus petite que la One Et elle S. est ouais, mais la One X, elle a un système de refroidissement avec, des chambres à Ouais. vapeur, enfin, c'est un délire à l'intérieur, c'est impressionnant. Ouais, je l'ai testé, récemment et je la teste souvent. C'est vrai que c'est vraiment, bien conçu, hein. Ouais, Elle c'est fait un peu de bruit, elle fait un petit peu de bruit, mais franchement, c'est par rapport à une PS4 Pro, c'est ouais, ça a rien à c'est voir. ouais, ouais, c'est sûr. On enchaîne? Allez. Apple, Qualcomm, Intel, 3 géants de la tech et pourtant pas capables de s'entendre. C'est un peu ça le constat. Heu, je vais vous en fait, si vous voulez, en début de semaine, Apple et Qualcomm, qui se battaient de manière, en procès qui se battaient depuis des années en procès, ont du jour au lendemain décidé de: «Oh bah venez, on s'allie, on règle nos problèmes à l'amiable, on s'allie et tout ça». Sauf que, OK, il y a un grand débat, mais on va vous en parler. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi Qualcomm et Apple, se remettent ensemble. Mais avant ça, il faudrait peut-être comprendre pourquoi ils se prennent la tête. Et donc l'affaire remonte à très longtemps. Mais quand je dis très longtemps, c'est pas l'affaire, elle remonte pas à 2014, hein, elle remonte à 2007. À l'époque, Tony Blevins, qui est le vice-responsable des approvisionnements chez Apple, raconte comment son équipe avait approché Qualcomm. Apple avait approché Qualcomm en prévision de l'équipement du premier iPhone de 2007. Qualcomm, ils vendent la puce 4G, 5G, enfin la puce réseau, la puce qui gère le Wi-Fi, la 4G, tout ça. À cette époque, Qualcomm, en 2007, avait exigé à Apple de signer un contrat de licence. Ça permettait à Apple d'utiliser les brevets de Qualcomm sans que Apple donne de l'argent à Qualcomm et inversement. Ça permettait à Qualcomm d'aller pêcher dans les brevets d'Apple sans qu'il y ait de contrepartie financière. Donc c'est quelque chose Ouais. qui est vraiment bizarre comme truc. En gros, je te donne tous mes brevets, tu me donnes tous les tiens et on se fait la paix. Ok. D'abord, Apple avait été intéressé en 2007, mais finalement ils ont changé d'avis parce qu'ils ont jugé que la négociation prendrait trop de temps et donc résultat, il fallait que l'iPhone sorte et donc ils se sont tournés vers un Allemand, une société allemande qui n'existe plus qui s'appelait Infineon, pardon, Infineon, société qui fut rachetée par Intel en 2010, à l'été 2010. Enfin bon. Donc en gros, de 2007 à 2011, les iPhones avaient des puces Intel dedans. Enfin des puces Infineon qui sont devenues des puces Intel en 2010. Sauf qu'en 2011, Apple s'est de nouveau adressé à Qualcomm pour conclure un accord d'exclusivité. Parce que la 4G arrivait et que Intel n'était pas capable de fournir une puce 4G assez performante pour les exigences d'Apple. Et la seule compagnie qui était capable de faire ça, c'est Qualcomm. Et donc ils ont conclu un accord avec Qualcomm qui permettait à Qualcomm de payer moins cher les puces, mais aussi des brevets. Parce que vous allez le comprendre, la grande force de Qualcomm, c'est que Qualcomm a 130 000 brevets dans le monde de la téléphonie, c'est les géants là-dedans. Et par exemple, le mode avion est un brevet Qualcomm. Ça veut dire que Ouais. tous les Non, téléphones qui c'est. sortent dans le commerce, qui ont le mode avion, payent 50 centimes à Qualcomm. Je sais pas si on se rend compte du truc, hein. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un téléphone Huawei, vous pouvez acheter un téléphone OnePlus ou un téléphone Apple. Dans tous les cas, Qualcomm va gagner de l'argent parce qu'ils ont inventé le mode avion. C'est quand même assez impressionnant. Enfin bon. Et donc résultat, Apple avait conclu un accord pour qu'ils achètent les puces chez Qualcomm, mais en contrepartie, pardon, ils payent pas ce genre d'innovation. C'est-à-dire qu'en gros, Qualcomm leur faisait cadeau des brevets. Donc, sous réserve qu'Apple se fournissait exclusivement chez Qualcomm, et bah, Qualcomm accordait un énorme rabais
sur les royalties. Une tactique qui d'ailleurs aujourd'hui est un peu accusée de je sais plus comment ça s'appelle le terme exact, mais du dumping, je crois que c'est ça le nom? Dumping? Où en gros tu tues la Je concurrence avec des prix pas chers, tu perds de l'argent mais tu tues la concurrence et après une fois que tu le monopole, tu remontes les prix. Ce que fait un peu Netflix et Amazon aujourd'hui, quoi. Clairement Netflix ils le font, d'ailleurs les prix sont en train de remonter en hausse chez Netflix et Amazon aussi le fait. Le Prime qui était à 49 € va réaugmenter, en fin d'année. Donc je crois que c'est Même dumping. PlayStation l'a fait aussi, au moins, Ouais, tout le monde l'a fait. C'est une tout le monde stratégie, l'a fait. c'est tu tues ton concurrent avec des prix bas, en perdant de l'argent et après dès que tu le monopole, tu remontes les prix. Enfin bon. Donc résultat, Qualcomm et Apple avaient signé un contrat, toutes les puces réseau de chez Apple venaient de chez Qualcomm et en contrepartie, on te fait cadeau sur, les brevets. Ouais. Sauf que quand Qualcomm a eu le monopole, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, heu, Apple a voulu se fournir chez Intel pour faire un peu jouer la concurrence. Sauf qu'Intel était en retard et en plus Qualcomm avait réaugmenté ses prix, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que Apple était devenu dépendant de Qualcomm, Qualcomm avait réaugmenté ses prix et surtout, bah, Qualcomm a décidé du jour au lendemain de faire payer les brevets. Ouais. C'est-à-dire qu'en Ah, 2014 ok, d'accord. en 2014, Qualcomm est allé, Eric Reichneider, qui est un ancien responsable des licences de chez Qualcomm, est venu en réunion chez Apple et a dit à Tim Cook que maintenant Qualcomm allait faire payer les licences à Apple plein tarif, peu importe le coût de fabrication, parce que Apple a l'argent. Et donc en gros, ils ont fait du chantage à Apple, en fait. Ils ont dit: «Bah, vous avez la thune, on vous a fait cadeau pendant des années de nos brevets, maintenant vous allez payer». Sauf que Intel était mauvais, donc ils pouvaient pas laisser chez Intel et ils avaient aucune alternative, Qualcomm était leader dans le secteur. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, bah, Tony, Blevins, qui était le vice-responsable qui est responsable j'ai oublié le nom. Qui était responsable de l'approvisionnement chez Apple, donc celui qui signe les contrats avec les partenaires et tout ça. À l'époque, il était pas inquiet. Parce que je vais vous citer ce qu'il a dit. Il dit: «Ce fut un moment décisif. J'ai pensé que nous avions besoin d'un autre plan ou d'une autre stratégie. Nous n'avions quasiment aucun levier et il fallait faire les choses autrement. Sinon, nous allions nous retrouver dans une situation très, très embarrassante». En fait, à l'époque, Apple s'était dit: «Ouais, tranquille, on peut aller chez ailleurs», mais c'était mort, en fait. Ils étaient bloqués chez Qualcomm parce qu'il y avait que c'était eux les meilleurs. Et donc, en 2014, Apple a lancé un énorme projet en interne qui s'appelait le projet Antique. Le projet Antique, c'est une initiati une ici une i oh! Une Une initiative. initiative, pardon, pour diversifier les sources d'approvisionnement en modem. C'est-à-dire qu'en gros, Apple a lancé un projet pour aller faire jouer de la concurrence. Ils sont allés demander à Intel, ils sont allés demander à MediaTek, un petit fabricant, chinois que personne ne connaît, tout ça. Ils sont allés voir Huawei, ils sont allés voir Samsung. En gros, l'objectif, c'était de fabriquer le pro le, de f le d'arriver à faire la puce 4G la plus performante possible pour l'iPhone 7. Et ça a fonctionné puisque finalement, c'est Intel qui a réussi en premier à le faire, les cahiers à remplir le cahier des charges d'Apple. Et depuis l'iPhone 7, en tout cas à l'iPhone 7 à l'époque, Intel avait un modem qui était à côté de Qualcomm. Genre, je crois que c'était si tu avais un iPhone 7 32 gigas, tu avais un modèle, Intel, je crois, et sur les plus haut de gamme, tu avais un modèle Qualcomm. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'époque, les puces Qualcomm étaient quand même plus performantes que celles d'Intel, et donc Apple avait bridé logiciellement les puces de Qualcomm, pour pas que les gens aient l'impression de se faire avoir. Pour pas que les gens disent: «Ah ouais, moi j'achète un iPhone 7, il est moins performant en 4G que l'iPhone 7 haut de gamme, le maximum en stockage». Ils avaient bridé Ouais. logiciellement les puces de Qualcomm, pour pas qu'en gros tu vois la différence, quoi. Et et donc résultat, une fois qu'en 2014 c'était fait, que Intel était revenu aux abords, bah, ils ont attaqué, Qualcomm en justice. Parce que voilà, Qualcomm a voulu leur faire du chantage, donc maintenant on les attaque en justice. Sauf que depuis 2017, ben, il y a quelque chose qui se plane dans les airs, qui s'appelle 5G. Et Ouais. sauf que Intel a passé tellement de temps à se concentrer sur rattraper son retard en 4G qu'ils ont pas anticipé l'arrivée de la 5G. Alors que Qualcomm, ils ont eu tout le temps de préparer la 5G. Et donc résultat, bah, avec la 5G qui arrive, Intel devait être full partenaire pour Apple. C'est-à-dire que c'est Intel qui devait fournir le module en 2020, le module 5G de l'iPhone. Et donc vous l'avez compris, pendant que Qualcomm et Apple se battent en justice, Intel de son côté est en train de travailler à fond pour avoir la 5G.
Sauf que, eh ben, on arrive au mois de mars 2019, on arrive, pardon, en avril 2019 et une info commence à tomber de Fast Company, un magazine américain, bah, qui commence à dire que Intel, qui avait été choisi pour faire les modems 5G pour les iPhones de 2020, n'y arrivera pas. Et donc, Fast Company annonce carrément qu'il n'y aura pas d'iPhone 5G avant 2021. Au lendemain de l'article, Intel vient dans la presse et explique que c'est totalement faux, que l'entreprise est prête. L'entreprise pourra faire des iPhones 5G, pourra fournir le modem 5G en 2020. Évidemment, le président de Qualcomm, au même moment, ils viennent de gagner. Entre-temps, ils ont gagné un procès le 15 mars, donc les affaires juridiques sont presque finies entre Apple et Intel et Qualcomm. Chacun a donné l'argent qu'il devait à l'autre. Bah, le président de Qualcomm, il était allé dans la presse et il a dit, bah écoutez, on est toujours à San Diego, si Apple a besoin de nous, bah, ils ont notre numéro de téléphone. En mode, on voit que vous êtes en galère avec Intel, t'es Qualcomm, t'es content là. Le Ah, président de ouais, Qualcomm, mais il devait être content. ah Parce bah ouais, que tu récupères Apple comme ça. Ouais. ah bah, les déboires d'Intel, ça fait les affaires de Qualcomm. Mais Mm. bon, à ce moment-là, on est en avril 2000, en début avril, il y a une énorme bataille juridique. Il reste un seul énorme procès sur justement le fameux chantage et même des vols de brevets. Enfin, il y a eu plein d'histoires entre temps, je vous en passe. Et sauf que le procès, bah, il s'est ouvert mardi soir. Et mardi soir, on s'était dit, Tim Cook d'ailleurs devait être convoqué au barreau. Enfin, les présidents de Qualcomm et d'Apple devaient aller au barreau et s'expliquer tout ça. Puis finalement, assez incroyable, communiqué de presse d'Apple et de Qualcomm dans la soirée. Ça veut dire qu'on est à peine quelques heures après le lancement du procès. Ils se sont entendus à l'amiable. Apple a détaillé un accord, une entente qui est super étonnante parce qu'en plus ils étaient en pleine guerre, qui en fait est un contrat entre les deux parties qui est valable dans le monde entier. C'est-à-dire que ça règle tous les problèmes. Apple rend l'argent qu'ils doivent à Qualcomm. Donc déjà, entre guillemets, Apple a perdu. Et en plus, il y a un accord de licence, donc le fameux accord où je prends tes brevets, tu prends mes brevets, tout ça, ainsi que la fourniture de modems 5G pour les 6 prochaines années. Putain. Plus une extension de 2 ans supplémentaires s'il le faut. Donc, c'est quand même vachement important. Et puis, qui dit communiqué de presse dit, bah, Intel, Intel, on en fait quoi, Intel leur modem 5G, on en fait quoi? Et ben Intel a annoncé dans la soirée, bon, bah, nous, on arrête les développements depuis 5G. En réalité, on n'y arrivait pas, on n'aurait jamais été prêt en 2020, on n'était pas prêt, donc on arrête de fabriquer des modules 5G pour le téléphone. Et carrément, ils ont annoncé qu'ils quittaient le marché des modems téléphone. C'est-à-dire que Intel, qui fabriquait des modems 4G pour les iPhones aujourd'hui, hein, Ah, depuis il quitte 2018. carrément? Ouais, les iPhone 10S aujourd'hui, qui sont dans le commerce aujourd'hui, ils ont des puces Intel dedans. Et Intel va Ouais, ça arrêter. je sais, ouais. Ouais, bah Intel va arrêter totalement de fabriquer des modems 4G, 5G, ils vont arrêter totalement de faire des modems. Par contre, ils arrêtent les modems pour le téléphone. C'est-à-dire que pour les ordinateurs, ils continuent. Puisqu'on sait que les ordinateurs commencent à avoir l'arrivée de la 4G dedans, Intel garde le marché. Mais Intel, en tout cas, arrête. Donc il y a dû avoir des règlements de compte en interne assez impressionnants. Et donc finalement, pour une histoire de montant d'argent, parce que c'est une histoire de gros sous, hein, au final, on va pas se mentir, c'est une histoire de gros sous. Finalement, Qualcomm redevient fournisseur d'Apple pour les 6 prochaines années, alors qu'au même moment, il y avait apparemment, Apple, depuis maintenant un an, cherche à fabriquer son modem 5G tout seul. Sauf que ce qui me paraît bizarre, c'est qu'ils aient fait un contrat de 6 ans. Et je me dis, s'ils ont fait un contrat de 6 ans, c'est peut-être que même le projet interne est mort. Parce que je les vois pas. Il y a moyen. Ouais, il y a Parce moyen. que normalement, en gros, si vous voulez, Intel devait fournir le modem 5G à Apple en 2020, 2021, et à partir de 2022, ça devait être une puce Apple, fabriquée et conçue par Apple. Sauf qu'en gros, on part d'un accord de 6 ans. Donc 6 ans, ça t'emmène jusqu'en 2025. Donc soit Apple pense pas être prêt avant 2025 avec sa propre puce, soit concrètement, ils abandonnent même le projet en interne et bon, tant pis, on travaille avec Qualcomm et on leur paye le montant. Parce qu'il y a eu plein de débats aussi, hein. Je vous parle pas du fait que Qualcomm ait décidé, au moment de le mode de calcul de Qualcomm, admettons, vous allez acheter aujourd'hui une pièce dans le commerce, vous achetez un téléphone, il fait 600 €. On est d'accord. Ouais. Vous voulez acheter, par exemple, vous achetez un processeur pour votre ordinateur. Admettons, il coûte 300 € le processeur. Bah, Qualcomm, il calculait pas comme ça. Il y avait pas un prix fixe pour le produit, en fait. En fait, Qualcomm, la manière dont ils vendaient les processeurs Apple, c'est qu'en fait, c'était un pourcentage du prix final de l'appareil. Donc vous l'avez compris, plus l'appareil est cher, plus Qualcomm prend de l'argent. Et ça plaît pas à Apple, évidemment. Parce que, par exemple, pour un iPhone 7, la puce était plus chère. Un iPhone 7 128 Go
Qualcomm gagnait plus d'argent avec un iPhone 7 256 qu'un iPhone 7 128. Alors que c'est la même puce, hein. Mais comme le prix du téléphone est plus cher, et bah, Apple gagnait plus d'argent. En gros, Qualcomm, pardon, gagnait plus d'argent, puisqu'il prenait un pourcentage du prix final de l'appareil. Donc, Mmh. je sais alors après le pourcentage, je le connais pas, mais, en gros, il prenait un pourcentage et donc évidemment, bah, Apple, voulait un calcul qui se base uniquement sur le coût du composant et pas sur le prix du téléphone tout entier. Voilà, il y a eu plein de problèmes, il y a eu plein d'attaques de procès, mais finalement toutes les histoires judiciaires sont finies. Qualcomm et Apple sont de nouveau les meilleurs amis et tout ça. Donc, et Intel abandonne tous les projets. C'est-à-dire que Intel qui a mis tellement d'argent dedans, se retrouve avec, je pense qu'à mon avis, Apple va leur donner de l'argent, parce qu'ils font une rupture de contrat. Mais, mauvais coup pour Intel parce qu'il y a des mecs il y a des mecs qui ont été embauchés, qui bossent depuis des années là-dessus et que du jour au lendemain, on leur dit: «Bah, vous arrêtez tout, quoi». Ouais, c'est vrai que d'un point de vue, enfin, Ah, c'est pas top en vrai, hein. C'est ouais, sûr ça, c'est que d'un point de vue éthique, c'est vrai que sans même rentrer, sans c'est même pas rentrer cool dans pour ces eux, quoi. détails-là, c'est quoi? C'est, enfin, ils auraient pu prévoir quoi, parce que bon, ça se prévoit des Bah, trucs comme ça. en fait, le truc, c'est que, pour être totalement franc, je pense qu'Apple le sait depuis un bon bout de temps que Qualcomm est meilleur. De toute façon, parce qu'il y a une autre rumeur qui est sortie, c'est que comme quoi, même en 2021, la puce Intel serait moins performante que la puce Qualcomm d'aujourd'hui. Parce qu'en Mmh. fait, le vrai problème, vous l'avez peut-être pas compris, mais comme Qualcomm a 130 000 brevets sur les puces réseau, le problème, c'est que Intel, apparemment, ne pouvait pas faire une puce aussi performante que Qualcomm parce qu'elle a été bloquée par des brevets. Mmh. Donc, c'est-à-dire que même si Apple se fournissait chez Intel, Apple aurait dû quand même donner de l'argent à Qualcomm pour les brevets. Ce Mmh. qui était inconcevable pour Apple, parce qu'Apple voulait vraiment couper tous les points à Qualcomm, ce qui apparemment est infaisable. Vraiment, Mmh. Qualcomm a un tel monopole qu'apparemment c'est infaisable. Parce que Intel, Ouais. c'est pas la petite entreprise, du Kansas, hein. Enfin, je veux dire, on parle du plus gros fournisseur de processeurs au monde, hein. Oui. Si eux, ils y arrivent pas et que, en gros, les brevets de Qualcomm leur mettent des bâtons dans les roues ou parce que fabriquer un modem 5G, c'est super compliqué, c'est quand même assez impressionnant, hein. Par exemple, les modems 5G de Huawei, bah, il y a une partie de l'argent, il y a 30 des mon de en gros, le prix du modem 5G de chez Huawei, il y a 30 c'est pour Qualcomm. Parce que Mmh. c'est des je paye des ils payent des brevets à Qualcomm. Donc Et pour non, pardon, vas-y. c'est quand même vachement impressionnant Mmh. et puis, il y a une telle parce que le truc, c'est que sur Android, la 5G est en train d'arriver. Je pense que Apple déjà arrivé en 2019 avec un téléphone qui sera pas 5G, c'est un peu chaud, je trouve. Même s'ils vont arriver au moment où la 5G va vraiment démarrer, soit septembre 2020, parce que la 5G en 2019, ça sert pas à grand chose. En 2020, ça sera beaucoup plus utile. S'ils avaient pas de 5G en 2020, ça aurait vraiment quand même fait tâche, hein, je pense. Et Samsung, et du coup, quid pour Samsung et Cisco? Ah pour, fournir Leur des partenaire. trucs? Ouais, ouais, Ah mais ça, c'était de pour la leur 4G, genre, c'était décidé que c'était Intel uniquement pour la 5G. d'accord. Après, Samsung, il y a moyen qu'ils se fournissent chez Samsung, de toute façon, ils vont se fournir chez Qualcomm, hein. Je Mais pense pas qu'ils ils se fassent fournissent pas chez Cisco? Dans leur conférence, ils ont pas mis Cisco en avant? je sais pas, mais Cisco se fournit chez en fait, le truc, c'est qu'apparemment, j'ai parce que moi, j'ai vraiment, essayé de revenir dans des articles et tout ça, heu, tu tout le monde et tu lis tous les articles possibles et imaginaires, tout le monde parle de Qualcomm. Ah, Genre, vraiment, pour pour tu beau t'appeler n'importe qui, tu es obligé de passer par Qualcomm. ah oui, c'est sûr. Genre, vraiment, c'est la mafia du modem, 5G, quoi. Les mecs ont un Ah tel non, mais pouvoir de non, prise mais sur les puces oui, oui, que bien sûr. c'est-à-dire que tu beau être n'importe qui, tu es quand même bloqué par Qualcomm, quoi. Donc, voilà. Ah Donc, non, c'est pour les drones. C'est pour les drones. Je crois que c'est pour les drones, parce que je suis en mmh, train de voir ça. C'est pour les drones, en fait. Je me suis trompé. Je pensais que voilà. c'était pour les non, c'est les drones. Autant pour moi! Voilà la grosse j'espère que l'avoir bien résumé, mais voilà la grosse, histoire Non, Qualcomm, c'était très clair. Ouais. C'était très clair. pour J'ai rien à rajouter. Maintenant, à voir qui, bon, je pense que du coup, maintenant, tous les 2, si vraiment, le futur se déroule comme ça, de cette manière-là, je pense qu'ils ont tout à gagner. Maintenant pour ah bah, Intel, c'est vrai Qualcomm que fait les meilleures puces, hein, très clairement, Qualcomm fait les meilleures puces. Enfin, je trouve ça quand même chaud de se dire qu'à l'époque, ils ont sorti l'iPhone 7, on savait au moment de la sortie de l'iPhone 7, ils ont quand même bridé les performances des puces Qualcomm parce qu'elles écrasaient celles d'Intel et qu'en gros, il y avait eu même un début de scandale à l'époque parce que justement ça je crois que ça avait pas été bridé tout de suite, ça a été bridé dans une mise à jour après, mais comme on avait vu des graphiques comme quoi les puces Intel étaient moins rapides que les puces Qualcomm, enfin, c'est assez chaud quand même, donc ouais, ne enfin, parlons pas aussi de la réception du réseau ouais, là, enfin, il y avait plein de trucs comme quoi, et Qualcomm était mieux et c'est pas plus mal. Après le truc, c'est les ouais. qu'évidemment, maintenant qu'ils ont enterré la hache de guerre,
Il y a un accord qui a été fait financièrement, j'espère que tout le monde y trouve son compte, mais je pense qu'à mon avis, Apple paye plus cher que ce qu'ils espéraient. Parce que Ouais, parce que là, concrètement, Apple était en galère, hein. La réalité, c'est qu'Apple était en galère, donc Qualcomm, ils ont dû se mettre bien dans les poches de l'argent parce qu'ils ont été contents. ça c'est sûr. Mais par contre, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on aurait le droit peut-être à un évent alors non, après c'est une question rhétorique que je pose, mais, est-ce qu'on aurait le droit d'avoir peut-être un iPhone cette année 5G ready? Je ne pense pas. Non, parce qu'en vrai, je ne pense pas et puis ça serait inutile. Parce que pour le coup, je suis d'accord avec la politique d'Apple de dire: «La 5G en 2019, ça sert à rien, genre elle arrivera pas en France avant 2020 la 5G», donc sortir un té parce que sinon ça va faire un peu le même problème que l'iPhone 5, c'est-à-dire tu vas vendre un téléphone qui est 4G, mais qui est utilisable chez personne, quoi, et ça va plus frustrer les gens, et je pense que Ouais, Apple non, mais c'est clairement, c'est d'accord, je suis clairement d'accord avec ça, moi Apple, ils aussi. se prendront le D'accord, temps et ils arriveront quand le marché sera prêt, quoi, quand la 5G sera prêt. d'accord. Et puis, même de toute façon, même Qualcomm avait annoncé qu'en gros tous les gens qui achetaient des téléphones 5G cette année, il y avait moyen que la norme 5G au moment où Qualcomm a fait la puce qui aujourd'hui est connue là, je sais plus comment elle s'appelle, la puce 5G qui est aujourd'hui dans tous les téléphones 5G qu'il y a sur Android, elle est pas forcément sûre. Qualcomm est pas sûr qu'elle soit compatible avec la vraie 5G qui sera dans la vraie vie. En gros, si vous voulez, Mmh. la puce, elle a été conçue au moment où la 5G n'était pas fixée, c'est-à-dire que la norme n'était pas fixée. Et apparemment, la puce est pas totalement compatible avec, ce qui a été fixé dans la norme. C'est-à-dire que si tu achètes un téléphone 5G aujourd'hui, il peut ne pas fonctionner demain sur toutes les antennes. Et Donc, sur toutes les bandes de fréquences? ouais, voilà, bah, ouais, c'est surtout les bandes de fréquences, en fait, le problème, et donc en gros, ça serait quand même assez chaud. Donc voilà, faut vraiment prendre le temps et d'attendre que la 5G, que les premiers, que tout le monde passe en premier, et prenez le bateau entre guillemets après, quoi. De toute façon, c'est Co pas co urgent. comme on dit parfois, ne jamais prendre les premiers modèles. Ouais, rien ne Parfois. sert de courir, il faut partir à point. Donc Exact. je pense que c'est Tout vient à exactement ce point qu'il va qui faire sait Apple. attendre. Ouais, Mmh. Mm. mais c'est Mmh. comme, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Vas-y, Axel, tu voulais dire un truc? Non, 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 mais c'est non, non, ce que je voulais juste dire, c'est que finalement, en fait, c'est logique ce que tu dis parce qu'en plus, pourquoi faire un téléphone, enfin, faire un téléphone 5G ready, déjà que ça leur coûterait de l'argent Ouais, en plus. à dépenser pour rien, surtout s'ils disent que c'est inutile. Ouais, ça sert à rien, Bah, la 5G, il y en a pas en France. Après, si, il y a de la 5G au Japon, en Corée du Sud, je crois, parce que Samsung a lancé le Galaxy 5G ouais. cette semaine, Quand mais quand quand je dis pas utile, c'est pour l'instant, bien sûr, hein. On est bien voilà, pour d'accord. l'instant, on verra bien. Dans les petites news, qui sont sorties cette semaine, Samsung justement, qui sortent, vous le savez peut-être en début de semaine prochaine, je crois? Début du mois de mai, sort le Galaxy Fold, le fameux téléphone pliable dont on avait parlé dans un épisode, il y a quelques épisodes en arrière. Le Galaxy Fold qui apparemment a plein de problèmes. Alors on va vous expliquer, il y a plein de testeurs du Galaxy Fold qui ont eu des soucis, parce qu'en fait leur écran est mort au bout de 24 heures. Et alors faut expliquer un truc, c'est que sur les écrans du Galaxy Fold, si vous comptez en acheter un, il y a un film plastique, en gros qui ressemble à un film de protection. Ce film de protection n'en est pas un. C'est l'écran en fait, le film de protection. Si vous voulez, une dalle OLED a d'habitude 7 couches, pour, le verre OLED a d'habitude 7 couches, et pour faire un pliable, ils ont enlevé 3 couches et ils en ont laissé que 4. Et donc entre guillemets, pour faire la rigidité au niveau de l'écran, ils ont posé ce qui, entre guillemets, n'est pas un film plastique, c'est pas un film de protection, c'est vraiment une partie de l'écran qui est posée dessus, sauf que ça ressemble à 2 gouttes d'eau, un film de protection. Alors, il n'y a pas eu de problème en Europe parce qu'apparemment Samsung Europe a bien dit aux testeurs: «N'enlevez pas le film plastique», mais apparemment la consigne n'a pas été passée aux États-Unis. Et donc résultat, tous les différents MKBHD par exemple, ou The Verge, ou les grands magazines comme, Wall Street Journal et tout ça qui ont reçu le téléphone, bah, eux, ils ont fait un peu comme tout le monde. Ils ont vu un film plastique, ils l'ont enlevé. Donc en fait, ils ont arraché l'écran. Ah oui, d'accord, ok. Ils ont enlevé une partie de l'écran, ce qui fait que le téléphone était mort au bout de 24 heures. Le téléphone n'a pas tenu. Donc Samsung a répondu en expliquant que, il y a pas mal de petits tests qui ont été un nombre limité d'échantillons du Galaxy Fold qui ont été fournis à la presse, a eu des dysfonctionnements. Ils ont expliqué qu'en gros, il faut pas retirer cette couche protectrice et que l'information ils vont veiller à ce que l'information soit très bien transmise aux clients pour que les clients, entre guillemets, «fassent pas la même erreur». Mais c'est vrai que je sais pas si vous avez vu les photos, ça ressemble à un film plastique. Ouais, si, Sauf ouais, que j'ai c vu, moi. Ouais, Ouais. sauf que c'est un écran, c'est une partie de l'écran, donc faut vraiment pas l'enlever. Ce qui est horrible, c'est qu'au début, quand l'info est sortie, on savait pas qu'il y avait le problème de film de protection et tout ça qu'il fallait pas enlever. Et donc là, on s'est dit: «Oh là là, Samsung, c'est pire que Galaxy Note 7. C'est même pas encore sorti dans le commerce que c'est déjà une catastrophe. Bon, c'est le film de protection, faut pas l'enlever». Voilà. Donc Samsung a eu chaud, mais je pense que Samsung va payer sacrément les pots cassés. À voir Huawei aussi,
Parce que Huawei, il devait sortir un téléphone pliable dans l'année là. À voir comment ils vont le gérer eux. Parce que je pense qu'ils ont le même problème, entre guillemets, ils ont le même problème, à voir. Et d'ailleurs, pour revoir les packaging, pour que l'info soit bien marquée, le Mm. Galaxy Fold qui devait sortir le 24 en Chine est reporté à début mai. Parce qu'ils vont revoir tous les packaging pour bien mettre des messages en comme quoi il faut pas enlever le film plastique qui est sur l'écran intérieur. Voilà, petite info. Non, c'est 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 vrai que chaud. du coup, ouais, c'est très chaud parce que C'est très très bah, chaud. Ah, parce c'est que du coup, le lancement d'une techno, c'est chaud quand même. le bâton se retourne contre eux. Parce que du coup, on peut leur pointer du doigt pour peut-être une communication pas assez poussée ou ce genre de Bah, choses. ce qui est bizarre, Pour eux. c'est qu'apparemment, le message avait été super bien passé en Europe, en fait. Tous les testeurs européens avaient reçu l'info, comme quoi le film à l'intérieur n'était pas qu'un film de protection, c'était vraiment une couche de l'écran. Et Ouais, apparemment, le problème viendrait plus de Samsung US qui l'a pas annoncé aux testeurs. Ils ont livré le terminal comme ça, mais ils l'ont pas expliqué. Apparemment, et c'est Pepe Garcia qui expliquait justement et dans plein de stories, tous les journaux français qui l'ont eu ont bien expliqué que non, non, eux, il y avait pas. Samsung avait été très clair en disant faut pas l'enlever ce film. Mm. Genre, faut pas enlever ce truc-là, parce que c'est une partie de l'écran. Ils avaient expliqué, hein, que c'était une partie de l'écran, que ça permettait la rigidité de l'écran, OLED et tout ça, parce que sinon l'écran OLED meurt, hein, direct, hein. Et apparemment le message n'avait pas été passé aux testeurs, US. Donc résultat, les testeurs US, quand ils ont vu l'écran mourir, évidemment, avant et ça je trouve que c'est un peu abusé, avant d'en parler à Samsung, évidemment, ils ont dit sur les médias: «Ouais, le Galaxy Fold, c'est pourri, ça tient pas, au bout de 24 heures, c'est mort». Donc résultat, ça a fait un putain de bad buzz pour Samsung, et le temps que Samsung récupère les téléphones, comprenne que les testeurs ont enlevé le film plastique, enfin la surcouche de l'écran, et viennent faire sa déclaration, entre guillemets, c'était déjà trop tard, genre. Tout le monde était au courant que le Samsung Galaxy Fold était mort au bout de 24 heures, que la techno n'était pas prête. Et ça fait un énorme, parce que au lieu de faire mal à Samsung, ça fait mal à tout le monde du ça fait Toutes les mal à personnes qui envisagent de faire un un téléphone téléphone pliable, pliable, un truc ouais. là. Ça te décrédibilise la techno avant même qu'elle ait lancé, quoi. Alors que Ouais, mais pourtant c'est la sûr. techno est folle, quoi. Donc voilà. Donc début compliqué, mais Samsung, entre guillemets, le premier va payer un peu les pots cassés. Et évidemment, Huawei qui va arriver après va avoir, entre guillemets, tous les pots cassés. Huawei les aura pas parce que Samsung les aura déjà essuyés. Donc un peu compliqué pour Samsung. Tout ça à cause d'une mauvaise communication. Ça joue à rien des fois. Mais bon, le Samsung Galaxy Fold n'est pas mort, et je tiens à le rassurer quand même, c'est que l'intégralité, il est plus disponible en précommande, ni en Europe, ni en Chine, ni en Corée, ni aux US. Voilà, tous les modèles ont été vendus. Donc c'est quand même un succès, le Galaxy Fold. À voir dans le temps. Mais en tout cas, Mmh. les premiers tests qui ressortent, au-delà de ce problème d'écran, c'est que c'est un peu plus gadget qu'autre chose pour l'instant. Ça manque encore de. Les gens, en gros, ce que disent les testeurs, c'est qu'ils ont plus la sensation de tenir un prototype que de tenir un téléphone fini. Voilà. Ouais, ouais, Ce qui est compréhensible en soi. Ce qui est ouais. compréhensible. Après, il fallait être le numéro 1 sur la techno, et Samsung va rentrer dans l'histoire, hein. C'est le premier téléphone pliable, donc c'est quand même une sacrée, Réussite. Non, non, réussite. je suis totalement d'accord avec ça par contre. Heu, autre petite Que ce news, soit vu qu'on a encore un peu de temps, BlackBerry Messenger va fermer ses portes. Voilà. Il était temps. Il ah! était temps. Le 31 mai, ça ferme. C'est la fin d'une histoire que les jeunes n'auront pas connue, mais que nous, on aura connue. Et encore, moi, j'ai pas connu parce que j'ai pas eu de BlackBerry. Enfin, moi, je voyais tout le monde sur BBM. BlackBerry Messenger, qui, mine de rien, le premier service de messagerie via Internet, avant iMessage, avant WhatsApp, avant Messenger, avant Instagram. Enfin, c'est assez impressionnant. BBM va fermer ses portes. Voilà. Mais c'est, mine de rien, BBM a quand même révolutionné quelque chose, hein. En termes de messagerie instantanée, BBM a tout inventé, hein. Ouais, surtout qu'en plus, À part le MSN qui était sur ordinateur. les messages sont envoyés d'une manière tellement instantanée Ah que ouais, c'était, BBM, c'était assez fou. Mais aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce que c'est devenu la norme. Mais BlackBerry Messenger, à l'époque, était vraiment, vraiment impressionnant. mmh. Autre petite news, l'iPhone SE, qui apparemment était mort, ferait un comeback en 2020, petite rumeur, Ah! avec un iPhone 8 amélioré, en gros. Il prendrait l'iPhone 8, il mettrait à jour l'appareil photo et le processeur, avec 128 Go de base, et ça partirait en milieu de gamme. Voilà. D'accord. Donc l'iPhone SE serait pas totalement mort, ça serait un iPhone 8 en fait. Et donc ça devrait arriver en mars 2020, donc dans un an. C'est pas bête. S'ils font ça, c'est pas Pas bête, bête. à Non, voir. c'est pas con du tout. Ouais. Après, le truc, c'est que s'ils le vendent à 500 balles, je vous rappelle les bordures qu'il y a sur un iPhone 8. À 500 Ça, balles c'est sûr. aujourd'hui, la concurrence sur Android est tellement plus jolie et design
après avoir. Parce qu'à Mmh. l'époque, le premier iPhone SE, il sortait dans une époque où le borderless, c'était pas encore la norme. Le problème, c'est que c'est un peu la norme aujourd'hui, donc à voir si c'est vraiment un iPhone 8 ou si c'est un iPhone 8 quand même remanié un peu. Mmh. Peut-être qu'ils reverront un peu le design et tout ça. En tout cas, il aurait 4,7 pouces, un seul appareil photo à l'arrière, mais il aurait le tout dernier processeur qui équiperait l'iPhone de cette année. Donc voilà. Mmh. Euh, OK. et dernière petite news, l'Europe a choisi d'équiper le Wi-Fi plutôt que la 5G dans les voitures connectées du futur. Le Parlement européen a voté en faveur du Wi-Fi. Voilà. C'est-à-dire que les voitures D'accord. connectées, il y avait 2 grands débats. En gros, il y avait 2 clans. Il y avait Renault, Volvo et Volkswagen qui voulaient le Wi-Fi, et il y avait Mercedes, PSA et Ford qui voulaient la 5G, et c'est le Wi-Fi qui gagne finalement. D'accord. Voilà. La justification, en fait, c'est que pour le Parlement européen, il est plus simple de mettre de la Wi-Fi. En gros, si vous voulez, c'est pas du tout pour les voitures intelligentes. C'est la possibilité aux voitures de communiquer, par exemple, aux futurs feux, aux feux de route, aux panneaux de signalisation ou des choses comme ça. Euh, Si vous voulez mettre de la 5G, il fallait qu'il y ait des antennes 5G tout le long de toutes les routes d'Europe, ce qui n'est pas faisable. Alors que du Wi-Fi, entre guillemets, la voiture ira se connecter dès qu'elle s'approchera du feu, elle détectera le. Voilà. Elle va se connecter au feu directement au Wi-Fi. C'est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins coûteux à intégrer, mais c'est moins rapide et c'est moins performant que de la 5G. Mais bon, la 5G, il fallait équiper toutes les routes d'Europe en 5G. C'est-à-dire que tu n'avais pas de couverture, entre guillemets, ta voiture devenait un peu stupide. Mmh. Donc le choix de la 5G, du Wi-Fi a été fait par l'Europe, sachant que je crois qu'aux États-Unis, ils ont fait l'inverse. Voilà. Surtout que la Wi-Fi, surtout que la Wi-Fi, c'est surtout fait pour rester dans un endroit fixe. Ouais, non, mais Mais là, en gros, ce que disait Mercedes, c'est que la 5G, l'avantage de la 5G, c'est que ta voiture pouvait savoir la couleur du feu rouge pour les voitures autonomes des kilomètres à l'avance. Alors que le Wi-Fi, elle va le découvrir, entre guillemets, la couleur du feu rouge à 400 mètres du feu. Mmh. Donc, entre guillemets, toi, humain, tu auras déjà vu la couleur du feu, que ta voiture, elle ne connaîtra toujours pas la présence d'un feu. Elle saura qu'il y a un feu via le GPS, mais elle ne saura pas la couleur de ce feu-là. Donc, elle Mmh. sera bête, en gros, jusqu'aux 400 derniers mètres. Alors que la 5G permettait d'anticiper bien plus loin. Le problème, c'est que la 5G, c'est-à-dire que tous tes feux de connectés en 5G, plus tous les téléphones, plus toutes les tablettes, ça faisait un bordel sur la 5G et le Parlement européen en veut pas. On veut pas qu'il y ait une saturation de la 5G à cause des voitures. Et aussi parce que la 5G coûte très cher et qu'il fallait de la 5G tout le long de toutes les routes. Si tu voulais une route intelligente, en gros, il fallait que tu aies de la 5G couverte tout le long. Ce qui est pratiquement infaisable vu que déjà la 4G couvre pas toutes les routes de France. Imaginez s'il fallait la 5G sur toutes les routes d'Europe, quoi. Ah non, Donc, c'est sûr, C'est clair. ça aurait été impossible. Volkswagen, Volvo et Renault sont bien contents. Mmh. Parce que ça coûte beaucoup moins cher et qu'eux, ils voulaient du Wi-Fi et que toutes les innovations qu'ils ont déjà commencé à faire sont avec des voitures intelligentes en Wi-Fi, pas en 5G. Donc, entre guillemets, tout est à refaire pour PSG, pour PSA et Mercedes et Ford. Mais bon, Le PSG t'as traumatisé, toi. je sais pas. J'ai des petits lapsus aujourd'hui quand même. Ouais. Ouais. Euh, Des lapsus révélateurs, hein, qui sait. ouais, c'est révélateur. Je voulais Enfin bon. Ouais, Euh, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que j'y pense seulement maintenant. Je voulais juste revenir vite fait sur le sujet qu'on avait eu concernant un PS5. Alors après, pour les parenthèse, hein, parce que j'y pense seulement maintenant. Pour les manettes, à la limite, si je devais attendre quelque chose en particulier, ce serait quoi? Ce serait à la limite de l'USB-C, du Bluetooth 5.0, et puis Ouais, mais éventuellement, c'est une mise à jour techno, ça, c'est pas. ouais, et puis un micro pour pas que tu aies besoin d'un casque, par exemple, à Un la micro dans limite. la manette. Ouais, mais ça, c'est de Dans la l'évolution. Ouais, c'est de l'évolution. C'est de Ouais, l'évolution parce que normale, ça. tu pas besoin, par exemple, d'utiliser le micro qui est, enfin, le casque qui est fourni dans la boîte Mm. de la PlayStation, parce que franchement, pour le coup, c'est un avis personnel, mais moi, pour le coup, le petit casque qui est fourni, je sais pas si tu utilises JB des fois, le petit casque qui est fourni là, Absolument pas. l'écouteur, bah moi, moi, je le déteste parce qu'il me fait très très mal à l'oreille. Ah non, moi Je je le l'utilise pas non supporte plus, pas. t'inquiète, hein. Je le supporte pas. Enfin bref, petite parenthèse, tout ça Mm. pour voilà. Ok. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin de ce 13e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, à dans 2 semaines. C'était intéressant. Ouais. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, moi aussi. Les sujets abordés. C'était vraiment. Et je suis très impatient pour le 9 juin. D'ailleurs, j'ai fait un gros lapsus. J'ai dit le 9 juin. C'est le 9 juin la conférence À de Xbox, hein. Microsoft. Ouais, c'est le 9 juin à 22h. On Dimanche. aura le temps d'en reparler dans un Ouais. autre épisode. J'ai vraiment hâte. Enfin bon. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 13e épisode de Plug and Play. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines. Ouais. À dans 2 À dans semaines. 2 semaines. Bon week-end. Ciao. Bon week-end. Bonne semaine plutôt. Bonne semaine. Et puis, joyeuse Pâques. Ouais.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.